Bonjour tout le monde et bonjour à ceux qui étaient déjà présents en septembre et bienvenue à ceux d'entre vous qui nous rejoignent pour la première fois. Mon nom est Joanna Krochewski et je travaille comme Marketing Manager pour EFI et je suis votre hôte pour ce webinaire. Comme vous pouvez entendre par mon accent, je suis une Canadienne québécoise et anglophone en plus de cela, mais ne vous inquiétez pas, notre intervenant pour cette session est un vrai Français. Avec nous aujourd'hui est Christian Giraud, spécialiste avant-vente FIERI de EFI. Avec plusieurs années d'expérience, Christian partagera avec vous son expertise et pour la prochaine heure parlera des règles d'or pour parvenir à une correspondance optimale des tons directs. Avant de parler de l'ordre du jour d'aujourd'hui, j'aimerais vous poser une question afin de mieux vous connaître. Vous devrez la voir apparaître sur votre écran dans quelques secondes. Donc la question est, l'une de vos tâches a-t-elle été déjà rejetée en raison d'une mauvaise correspondance des tons directs? Vous pouvez répondre par oui, non, je ne sais pas ou incapable de répondre. Nous examinerons les résultats plus tard dans la présentation. Donc je vous donne quelques secondes pour répondre à cette question. Parfait. Donc, venons-en maintenant au sujet d'aujourd'hui. Nous commençons ce webinaire avec les raisons pour lesquelles l'industrie des arts graphiques a besoin des tons directs et pourquoi ils sont si importants pour nous. Nous poursuivrons avec la façon dont les tons directs sont produits et nous découvrirons ensuite quels sont les défis actuels qui se posent lors de la production de tons directs précis. Nous vous montrerons comment l'utilisation d'un outil d'édition des tons directs basé sur un DFE, une solution de frontal numérique, peut aider à relever ces défis. Veuillez noter que chaque fois que nous utiliserons le terme DFE dans cette session, celui-ci désignera un serveur d'impression. Et après cela, nous simulerons les 3 scénarios clients visuels qui illustrent les besoins les plus répandus des clients et nous expliquerons de quelle manière vous pouvez garantir l'obtention des couleurs dont ils ont besoin. Et à la fin du webinaire, je partagerai avec vous des ressources très utiles pour que vous puissiez continuer à poursuivre votre apprentissage. Et donc, c'est ça l'ordre du jour pour aujourd'hui. Et maintenant, je passe la parole à Christian. Bonjour à tous, je vous remercie d'être parmi nous aujourd'hui. J'aimerais commencer par vous poser des questions. Pourquoi on utilise les tons directs et pourquoi on en a besoin? Je dirais que considérer les tons directs comme des couleurs de marque est une bonne manière de pouvoir les envisager. Vous avez déjà vu dans votre entreprise des logos pour lesquels un graphiste avait utilisé les tons directs tout simplement comme moyen de sélectionner une bonne nuance d'orange ou de violet dont il pensait qu'il rendrait bien sur son logo. Le graphiste a même pu la définir, ce fameux ton direct dans InDesign et Illustrator. Mais il est fort probable, lorsque vous arrivez à l'étape de l'impression sur la presse, normalement avec les presses traditionnelles, que vous ayez eu besoin de convertir cette couleur, car personne ne s'attendait à payer une 5e couleur sur la presse que vous deviez réaliser. Lorsque nous y réfléchissons en détail et que nous renseignons sur les tons directs, nous comprenons que c'est ce qui justifie réellement l'utilisation des tons directs n'est pas d'offrir au graphisme plus de choix dans son application de création, mais en réalité garantir la couleur, des couleurs de marque. La diapositive que je vous présente à l'écran est un bon exemple de ton direct. Vous voyez qu'il s'agit de marques qui sont bien reconnaissables, dont les couleurs nous sont vraiment familières. Il est très important pour un propriétaire de marque ou toute personne associée à la gestion du cycle de vie d'une marque que ces couleurs soient toujours reproduites de façon régulière. Si je prends l'exemple d'une marque nationale, il se peut que des emballages ou d'autres documents complémentaires soient produits à d'autres endroits différents dans le pays. Exemple, j'ai à Paris une imprimerie, une autre imprimerie à Lyon et une dernière à Marseille. Ces 3 imprimeries vont imprimer un emballage et des documents complémentaires si besoin. Il est possible à un moment ou un autre que ces 3 impressions qui ont été faites dans 3 endroits différents se retrouvent au même endroit, par exemple dans un supermarché. Ça va être par exemple le cas d'un packaging, le cas d'une documentation publicitaire et le cas d'un goodies ou d'un matériel publicitaire.
Ce qui est important donc dans les tons directs, c'est de toujours reproduire la couleur et il faut qu'elle soit donc uniforme sur les types de documents qui puissent exister. Donc pour cela, donc on va utiliser donc la gestion et les couleurs Pantone. Nous allons étudier un peu plus en couleur les détails qui permettent donc de repérer les marques. Pour comprendre les tons directs pour une marque donnée, ils sont définis généralement comme ce petit guide que je vous présente donc à l'écran. Donc vous reconnaissez la RATP, nos transports parisiens, au niveau donc du métro. Cette charte graphique donc nous montre des couleurs précises que va utiliser la marque et celles-ci sont même donc définies donc soit en ton Pantone et si par hasard donc cette couleur ne peut être reproduite en Pantone, elle sera donc définie donc en cyan, magenta, jaune et noir ou même en RGB. Là, on va parler un petit peu donc de charte graphique parce que ça ne contient pas que des informations de couleur, mais ça va tenir en compte donc la taille du logo, l'écart entre les caractères d'impression, la proportion d'espace blanc à conserver, l'inversion donc de la police avec certaines couleurs, etc. Donc au-delà même donc d'une couleur qui est utilisée, ça va être l'utilisation donc au niveau donc de tout ce qui est logo et bien conserver donc les proportions lorsque l'on va imprimer par la suite. Si on prend un autre exemple, le guide de style de Heineken est encore plus sophistiqué comme vous pouvez le constater. Il représente un grand nombre de tons directs basés aussi sur la bibliothèque Pantone, leurs nuances et la façon dont ils peuvent être utilisés dans un dessin spécifique. Le point suivant que je souhaite développer détaille la manière dont les tons directs sont reproduits sur une presse traditionnelle. Avant cela, je voudrais demander à Johanna de savoir donc quels sont les résultats de notre sondage. Oui, donc voici les résultats. Comme on peut voir, il semblerait qu'environ 30% de nos participants d'aujourd'hui aient eu des difficultés à reproduire les tons directs. Donc, Christian, qu'en penses-tu? Moi, je pense que vous avez tous donc un bon DFE ou un bon frontal numérique qui vous permet donc de bien reproduire les couleurs. Et ça, donc, c'est très important puisque les constructeurs ont bien pris en compte donc la demande de la reproduction donc de ces couleurs nommées qui permettront donc de garantir donc une uniformité d'une couleur donc de marque et qui en sera vraiment donc reconnaissable. Continuons un petit peu toujours donc sur nos tons directs. Et donc, on va voir maintenant donc, quelques petits défis que nous allons donc aborder donc d'un point de vue technique. Lorsque nous évoquons des tons directs, lorsqu'ils sont produits sur une presse traditionnelle, ils sont faits donc avec une encre vraiment spécifique et une encre dédiée qu'on appelle les fameuses donc couleurs Pantone. Par conséquent, lorsque j'imprime le logo Heineken, je vais chercher donc cette couleur Pantone dans mon stock d'encre de l'imprimerie et je mélange cette couleur verte à d'autres composantes d'après une formule bien particulière de Pantone afin donc d'obtenir donc cette couleur Pantone que j'aurais créée préalablement. Une fois que cette couleur est faite, je mélange, que j'aurais mélangé donc dans mon laboratoire, je prends cette encre verte et je vais la réserver, je vais la verser donc dans le réservoir de ma presse de façon à réaliser donc l'impression. À présent, lorsque j'exécuterai la tâche à Heineken, j'obtiendrai exactement la bonne couleur verte et je peux le faire aussi bien donc à Boston, à New York, à Paris, à Delhi et à Francfort. L'essentiel, c'est que j'utilise bien donc la formule qui a été donc préalablement décrite par Pantone pour obtenir donc la bonne couleur. L'avantage, c'est qu'on récupère une bonne couleur. L'inconvénient, c'est qu'il faut toujours passer donc une cinquième couleur. Si je prends l'exemple FedEx, vous voyez que je vais utiliser les couleurs traditionnelles cyan, jaune et noir, mais en plus le Fed est une couleur Pantone et le X est une autre couleur Pantone. Donc cela va m'obliger donc à faire donc 2 passages supplémentaires sur une presse offset traditionnelle. Et donc cela risque de me poser donc un petit souci d'un point de vue financier. Comment sont produits les tons directs sur une presse numérique maintenant? On ne va plus parler de la presse traditionnelle, mais la presse numérique. On va utiliser donc du cyan, du jaune et du noir. Là, vous voyez donc à l'écran comment on va restituer donc le logo Google lorsqu'on utilise donc une imprimante laser. Lorsque je vous ai montré la dernière fois lors de notre webinaire Worldwide of Safari il y a quelques semaines, je vous avais parlé un petit peu des numériques, des périphériques numériques qui avaient la capacité donc de reproduire donc des couleurs de gamme, ce
qu'on appelait aussi donc des gamutes. Et une chose qui est très intéressante au niveau donc de la presse numérique, c'est que les gamutes sont beaucoup plus importants que les presses donc, traditionnelles. Le fait que ces presses numériques ont un spectre beaucoup plus important, ils vont nous permettre de pouvoir réaliser et d'imprimer donc beaucoup plus donc, de couleurs Pantone. Donc je vais vous montrer un petit peu donc le profil donc d'une presse. Donc je vais basculer directement sur ce qu'on appelle l'inspecteur au niveau de notre application chez Wi-Fi de Color Profiler Suite. Donc là ici je suis en train d'utiliser donc un papier qui s'appelle le Novatec Gloss 250 grammes. Donc on est en train de visualiser donc en 3 dimensions la capacité qu'a ce périphérique de reproduire les couleurs sur ce type donc de papier. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais donc rajouter donc mon nuancier Pantone. Donc il suffit de cliquer sur plus. Je vous rappelle que les nuanciers Pantone sont la façon dont on décrit les couleurs dans un espace donc LAB. Donc il suffira juste que je sélectionne mon nuancier. Et à ce moment-là, je ne sais pas si vous le voyez, mais à l'écran donc apparaît donc des petits points. Et en fait donc tous ces petits points correspondent donc à des couleurs donc Pantone. Je vais vous faire un petit zoom là-dessus, de façon à ce que vous puissiez donc le voir. Vous voyez qu'on n'en voit pas énormément, tout simplement puisque l'espèce de gamut qui englobe tous ces points donc, va nous les masquer. Donc j'ai demandé donc tout simplement donc, au niveau donc, du système de représenter ceci donc non pas en surface mais en coupe. Et à ce moment-là, le fait donc de sélectionner donc un point, on va voir apparaître donc directement donc le nom donc de la couleur Pantone. Et dans mon cas de figure, donc cette Pantone 339C, donc sur un papier donc couché, est totalement donc reproductible dans l'espace colorimétrique CMJN de ma presse donc numérique. Je vais rebasculer maintenant sur la présentation. Voilà, c'est le 356C donc représenté donc dans l'espace chromatique. Voyons maintenant donc comment fonctionne un Pantone et comment on est capable de le reproduire sur un serveur d'impression. Un ton direct, contrairement à tout élément d'un élément donc, de conception donc, dans votre document, intervient en tant que couleur nommée. Donc on ne le définit pas donc en CMJN, mais on va le définir en tant que nom réel. Donc dans notre cas de figure, comme on l'a vu tout à l'heure, ça sera le Pantone 356C. Donc cela signifie que je vais devoir utiliser donc des bibliothèques de ton direct sur le Fiori qui vont faire donc la conversion vers donc un espace CMJN qui sera donc mon périphérique donc de sortie. Pour cela donc on va utiliser donc la couleur Pantone, mais on peut utiliser aussi d'autres types de couleurs comme les Toyo, les DIC et les HKS qui sont utilisés hors des États-Unis. Avec la bibliothèque donc, de ton direct, comme je vous l'avais donc évoqué donc, lors de notre dernier séminaire, tout ce qui est couleur n'est pas défini donc vis-à-vis d'un système de reproduction de couleurs que peuvent être le CMJN ou le RVB, mais on va prendre donc uniquement donc un espace colorimétrique indépendant qu'on appelle donc le fameux donc LAB. Grâce à ces valeurs donc LAB, j'ai la possibilité vis-à-vis donc d'un périphérique de pouvoir donc convertir ces valeurs-là donc en formule donc CMJN correcte. Donc j'ai ma valeur LAB, je passe par mon profil de sortie et je le convertis donc en valeur donc CMJN de tonnerre donc de copieur. Voyons maintenant donc quels sont les défis relatifs que l'on peut avoir donc avec les tons directs. Les défis sont principalement donc au nombre de 4. Ces 4 sont la précision de l'impression donc de vos tons directs, la régularité et l'homogénéité de vos tons directs en impression, et enfin donc les défis donc de conception. Il faut bien faire attention, comme je vous l'ai évoqué préalablement, les tons directs ce sont des couleurs nommées, donc il faut bien leur donner donc des noms et nous donner donc des valeurs de cyan, magenta, jaune et noir. Enfin, une chose, c'est vrai qu'on a tendance quelquefois donc à oublier, c'est la subjectivité. On va regarder lors d'une diapositive un petit peu plus tard comment on va pouvoir regarder cette couleur, puisque l'œil humain
fait une interpolation donc de la couleur et comment on va pouvoir donc l'apercevoir. Donc maintenant, parlons donc de ces 4 points donc un peu plus dans le détail et on va commencer par le point numéro 1 qui va être la précision. Tous les systèmes que nous embarquons avec les systèmes FIRI sont certifiés couleur Pantone. On va vous livrer donc à la base donc des profils qui sont un petit peu donc différents en fonction donc des teintes de papier que vous allez donc utiliser. Je vous le rappelle, lorsque on avait fait notre précédent webinaire, que l'idéal était vraiment donc de créer donc un profil de sortie pour obtenir donc la couleur la plus approchante possible. On se fera un petit rappel sur non étalonné, étalonné, profilé. Une chose qui est importante, c'est puisqu'on a donc notre périphérique donc de sortie, et là avec notre couleur de papier, donc c'est MJN. Donc, je vous rappelle qu'on va utiliser donc les couleurs donc LAB pour définir tout ce qui est couleur Pantone. Et donc à l'intérieur donc du FIRI, ce qu'on va utiliser donc c'est ce qu'on appelle une table de regard, lookup table, pour pouvoir donc convertir, pour pouvoir convertir donc les valeurs LAB donc en CMJN au niveau donc de la précision. Donc première étape, avoir donc un profil de sortie qui soit correct et qui correspond bien donc au papier sur lequel vous allez donc imprimer. La deuxième chose donc, qui concerne maintenant donc l'homogénéité, ça va consister donc un petit peu à tout ce qui va être donc la calibration. Donc je vous rappelle que pour la calibration, il faut toujours donc calibrer lorsque votre moteur est chaud, avant un travail volumineux, avant la modification du support et surtout donc des variations écologiques. Quand j'appelle des variations écologiques, c'est principalement des variables d'environnement qui vont être la température, l'humidité, l'hydrométrie. Calibrez bien aussi votre moteur à chaud, ne le calibrez pas donc le matin donc à 9 heures dès que vous arrivez donc au bureau, parce que le temps que le moteur donc se mette en place, il va falloir prendre un petit peu de temps pour qu'il monte en température et qu'il se stabilise. Donc là, c'est vraiment pour garantir l'homogénéité. Et l'étape suivante dont on a parlé donc lors de notre dernier webinaire, c'est l'homogénéité. Donc on va retrouver donc plusieurs phases. Je vous rappelle que ce que vous avez donc en bas à gauche, vous n'avez pas encore donc de profil précis, on n'est pas encore calibré. Et donc ce qu'on va passer, donc c'est l'étape suivante, donc c'est le calibrage. Le but du calibrage, c'est de donner de la régularité. Ça ne veut pas forcément donc signifier que les couleurs se retrouvent à un emplacement donc renouvelable et attendu, mais ça permet donc d'avoir donc déjà une stabilité donc du moteur. Une fois que vous avez donc calibré donc votre périphérique, on va utiliser ce qu'on appelle vraiment donc l'utilisation donc des profils. On va se retrouver donc avec des couleurs donc homogènes et c'est à ce moment-là que va arriver donc un petit peu donc les histoires donc de profils de sortie. Donc je vous rappelle les différents éléments qu'on vient de voir, la précision, l'homogénéité. Maintenant, une chose qui est très importante, c'est le défi concernant donc les fichiers donc de conception. Lorsqu'on va créer donc un fichier contenant donc des couleurs Pantone, il est très très important de bien respecter la syntaxe des noms. C'est aussi bien sensible sur les majuscules que sur les minuscules, mais aussi donc pour tout ce qui est barre d'espacement. Le Pantone 356C est différent du Pantone 356 avec une barre d'espace avec un C entre les deux. Et lorsqu'on va définir donc ces tables Pantone, les systèmes en règle générale ont les noms. Donc si vous voulez que un Pantone et si vous orthographiez mal un Pantone, donc on ne va pas le retrouver. Une chose qui est intéressante aussi donc dans les applications donc de design qui sont capables de reproduire les couleurs Pantone que vont être le pack donc d'Adobe avec la fonction écrire qui sera donc InDesign, la fonction donc dessiner qui sera donc Illustrator. Si par hasard donc vous créez donc une couleur Pantone et le système va envoyer donc non seulement le nom de la couleur au niveau donc du fichier PostScript ou au niveau donc du fichier donc PDF, mais va envoyer aussi son équivalent donc en cyan, magenta, jaune et noir. Je vous rappelle que pour faire les calculs pour obtenir une meilleure Pantone, on utilise une couleur d'un espace indépendant qui reste toujours donc le LAB. Donc la première chose, faites bien attention donc au niveau donc des fichiers donc de conception. Pour voir si vous n'êtes pas trompé donc dans les noms. Sur les systèmes à l'heure actuelle, donc on a la possibilité donc de faire des contrôles en amont qui nous disent si les couleurs Pantone sont présentes, oui ou non.
Autre chose aussi qui est très important au niveau donc des fichiers donc de conception, régulièrement donc Pantone sort donc des nouveaux donc nuanciers. Donc si vous mettez à jour votre Creative Suite et que votre DFE ou votre serveur donc d'impression n'a pas été donc mis à jour, vous risquez donc d'avoir donc un souci pour pouvoir reproduire donc ces couleurs. Donc comme je vous le disais donc préalablement, avec InDesign ou Illustrator, si par hasard donc le nom d'une Pantone donc n'est pas présent donc dans le RIP, on envoie quand même donc un équivalent donc en cyan, magenta, jaune et noir pour que vos DFE derrière ou même vos RIP pour les systèmes donc d'impression puissent au moins réaliser donc ces couleurs. Donc on va se retrouver donc d'une véritable couleur donc avec une couleur solide vers une couleur donc de process. L'autre défi aussi qu'on a vis-à-vis donc des fichiers donc de conception, hein, c'est qu'il manque, on a bien nos 4 films cyan, magenta, jaune et noir, mais il va manquer donc le film correspondant donc à la couleur donc Pantone. Ce genre de problème on le retrouve très très rarement donc au niveau donc de l'impression donc numérique, hein, puisque les informations donc sont traitées par le système et on peut l'envoyer directement donc en composite. Vous n'aurez jamais ce problème donc d'interprétation, pas d'interprétation de couleur, mais de manque donc de films supplémentaires. Pour pouvoir voir donc si vous avez donc des soucis là-dessus, comme je l'évoquais, vous avez donc le contrôle en amont. Il peut être fait donc par Pitstop ou même directement donc dans le Fiori pour vérifier si vous n'avez pas de soucis au niveau de votre fichier. L'autre point que je vais vous parler maintenant, donc, c'est la subjectivité. Une chose qui est importante, puisqu'il s'agit donc d'une perception donc de la couleur, on va se baser sur les normes ISO pour pouvoir voir comment on peut restituer la couleur. Vous voyez que notre graphiste a l'air très satisfait de la correspondance qu'elle voit vis-à-vis donc de son direct et de son nuancé qu'elle a reproduit sur un périphérique numérique. Mais si elle sort de la cabine et qu'elle observe ce ton direct sur un site client ou dans une salle d'attente ou dans sa voiture ou même chez elle, elle n'aura pas donc la même correspondance. Il faut vraiment donc regarder donc les couleurs sur des normes sous un éclairage normalisé, hein, qu'on appelle donc les fameux donc éclairages donc D50. Pour cela, il existe des petites vignettes, hein, qui permettent donc de gérer donc les métamérismes, qui s'appellent donc en France on utilise principalement les barres donc UGRA. Si par hasard, vous voyez tout en bas, on a des verts et des marrons. Si vous voyez donc la différence entre les verts et les marrons, c'est que vous n'êtes pas sur une norme des 50. Par contre, si vous ne voyez pas, si vous voyez une uniformité donc au niveau donc de la barre, c'est que vous êtes sous une lumière donc normalisée. Donc là, je vous montre la barre UGRA qui est principalement utilisée donc en Europe, et vous avez à peu près donc la même couleur mauve aussi qui est utilisée donc au niveau donc des États-Unis. Johanna, on va poser peut-être quelques petites questions maintenant pour voir. Oui, certainement Christian. Donc avant de continuer, nous aimerions vous poser une autre question. Nous souhaitons savoir avec quelle fréquence vous modifiez réellement vos valeurs de ton direct sur votre DFE. Donc, prenez une minute pour nous transmettre votre réponse et nous examinerons les résultats plus tard dans la présentation. Ok, Christian, tu peux continuer? Ok, merci beaucoup Johanna. Donc là maintenant on va passer à l'étape suivante. On va voir donc un petit peu comment on va pouvoir passer donc à l'optimisation donc des tons directs. Donc la première chose que je vais vous montrer, je vais essayer parce que je ne peux pas tout vous montrer puisqu'on n'a pas donc un système donc de vidéo à l'heure actuelle, c'est comment donc on va ajuster donc un ton direct. Donc la première chose que je vais faire, c'est au niveau donc de mon DFE, ici il s'agit donc d'un Fiori, je vais aller donc dans vue périphérique, ressources et dans les tons directs. Je vais aller choisir donc directement donc un pantonnier. Donc dans mon cas de figure, je vais prendre un Pantone Coted. Donc dans cette bibliothèque donc de Pantone, à ce moment-là, donc la personne me dit j'ai besoin donc d'ajuster donc une couleur. Il me dit j'aimerais bien ajuster la couleur donc 292. Donc je vais rechercher la couleur donc 292. Il vient de trouver donc mon DFE vient de trouver donc la couleur 292. Et en faisant donc un double clic dessus, je vais pouvoir donc éditer.
Une chose qui est intéressante quand on édite donc une couleur Pantone, vous avez donc les informations sur votre droite, la valeur LAB, donc un espace colorimétrique donc indépendant, vis-à-vis donc d'un CMJN, d'un espace colorimétrique donc dépendant. Donc entre la véritable couleur Pantone et celle que je vais pouvoir réaliser donc en numérique, je vais me retrouver donc avec un écart de 5,77 donc en delta E. Donc pour pouvoir bien ajuster donc la couleur Pantone, on va demander donc tout simplement donc d'imprimer sur notre papier à ce moment-là notre couleur Pantone en lui répondant donc OK. Et à ce moment-là, je vais vous montrer ce que ça donne donc à l'écran. Vous voyez que tout en bas où il y a la feuille où il y a marqué Spot Color Search, vous avez donc votre couleur Pantone, la 292C, avec toutes les déclinaisons donc possibles que l'on peut faire au niveau donc du système donc numérique. Donc de votre côté, vous allez prendre maintenant votre propre nuancier Pantone, et avec votre nuancier, vous allez donc, vous voyez la 292C, on va essayer de la rapprocher des petits carrés pour savoir vis-à-vis de quel carré elle correspond donc le mieux donc d'un point de vue visuel. Donc dans notre cas de figure ici, vis-à-vis donc du Pantone, celui qui correspond le mieux serait donc le carré donc du milieu. À ce moment-là, donc au niveau donc du Fieri, il suffit de lui dire, puisque c'est celle qui correspond le plus celle du milieu, on va cliquer sur celle du milieu et en lui répondant donc OK, on va modifier comme ça donc la couleur Pantone. Ça c'est la première méthode de façon à ajuster donc la Pantone. On va voir maintenant donc comment on est capable donc de pouvoir donc modifier ces tons directs. On peut également modifier ces variations manuellement en saisissant les numéros, en les déplaçant tout autour. Les outils donc toujours au niveau donc des serveurs d'impression, on doit être capable de créer nos propres bibliothèques de tons directs. N'oubliez pas que si par hasard votre fichier envoie un nom de Pantone qui n'existe pas, il va falloir donc penser donc à la créer préalablement donc au niveau donc du système. Autre chose aussi qui est important, il va falloir donc avoir la possibilité de pouvoir modifier donc les tons directs en utilisant donc des appareils de mesure. Dans quelques instants, on va voir donc dans nos scénarios types comment on est capable, à partir donc d'un spectro, de pouvoir donc modifier une couleur Pantone ou même créer notre propre couleur Pantone à travers donc un appareil de mesure. Et enfin, une chose qui est très importante, c'est aussi la possibilité de pouvoir donc exporter ces bibliothèques de tons directs pour qu'elles soient utilisées donc sur d'autres systèmes. Ouais, passons maintenant donc à nos trois scénarios donc typiques. Le scénario typique, je dois faire correspondre une couleur Pantone qui doit correspondre exactement donc à la couleur rouge donc du Coca-Cola. Donc c'est ce qu'on a fait donc préalablement tout à l'heure. On a demandé donc d'imprimer, on prend notre nuancier Pantone, on imprime donc l'équivalent donc des déclinaisons donc de rouge, on rapproche le nuancier et donc on va cocher donc au niveau du DFE quelle est la couleur qui se rapproche donc le plus. Ça c'est la première chose pour pouvoir donc ajuster vis-à-vis donc d'un nuancier. Le deuxième cas de figure, je me retrouve donc avec un échantillon sur lequel je ne connais pas du tout quelle est donc la couleur Pantone. Donc dans ce cas de figure, on va utiliser donc un spectro. Alors je vous explique. J'ai une carte donc de visite sur lequel donc il y a donc un bleu. Je ne sais pas donc comment est le bleu, donc je vais utiliser donc un spectro pour en capturer donc ce bleu. Donc je retourne sur la commande Workstation. Je vais aller donc dans ma propre bibliothèque Pantone et je vais demander donc de créer donc un nouveau donc ton direct. Donc je vais l'appeler donc bleu EFI et je vais lui répondre OK. Je viens de créer uniquement un ton direct qui s'appelle bleu EFI et pour pouvoir le mesurer, je vais demander donc au niveau donc de mon système de connecter donc un instrument et de l'étalonner par la fonction donc de calibrage.
Il est en train donc de regarder et de faire son étalonnage vis-à-vis donc d'une céramique. Une fois que c'est fait, je prends donc le spectro, je vais le poser sur cette carte de visite et en appuyant donc sur le bouton droit de mon spectro, je vais capturer donc la couleur. Voilà, je viens de capturer donc la couleur bleue EFI. Si par hasard donc je pose le spectro sur une couleur rouge, je vais capturer à ce moment-là une couleur rouge. Je vais vous montrer par exemple sur une chemise rouge que j'ai sur mon bureau. On peut capturer donc directement donc la couleur. Je vais laisser donc sur le bleu donc EFI pour bien la capturer. Une fois que cette couleur donc est capturée, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous avez toujours la possibilité en faisant donc un double clic dessus, en demandant donc d'imprimer pour en avoir donc la déclinaison. Et une fois que la déclinaison est faite, vous allez rapprocher donc votre carte de visite vis-à-vis donc des petits pavés qui ont été donc imprimés pour obtenir la couleur exactement. Ok, donc après ça, donc le troisième défi qui consiste à assurer la cohérence entre des documents différents, et c'est le cas pour beaucoup d'entreprises, c'est que les gens, quand ils conçoivent donc des documents, n'utilisent pas donc forcément donc InDesign ou Illustrator ou ce genre donc d'outils. Donc lorsqu'on imprime donc des couleurs, elles ne correspondent pas forcément donc à la marque. Et donc, souvent, les problèmes qu'on va rencontrer, c'est que c'est des documents qui ont été faits avec donc, des appareils, quand on prend donc des images qui ont été faits donc avec du Word ou avec de l'Excel ou même avec du PowerPoint, donc les couleurs ne sont pas réellement donc bien définies. Et donc là, ça va nous poser donc un problème lorsqu'on va reproduire donc ce document. Donc, comment on va pouvoir donc un petit peu donc faire une gestion donc de couleurs avec des couleurs Pantone et des couleurs qui ne le sont pas. Donc on va prendre donc trois cas de figure. Le premier est celui d'un document conçu de façon professionnelle que j'utilise au sein de l'entreprise, les prospectures, les brochures, les emballages. Ils sont tous conçus donc de manière professionnelle, ce qui signifie lorsqu'il y a une couleur d'accompagnement, lorsque je vais les imprimer, je n'aurai pas donc de problème donc d'impression. Deuxième cas, il s'agit d'une lettre en tête ou d'autres documents qui sont sortis donc d'une application Office, telle que Word. Les couleurs ont été donc définies en RGB, elles ont été utilisées depuis pas mal d'années. Si je prends ces couleurs RGB et que j'applique la gestion donc des couleurs avec mon profil de sortie, en traitant donc format Adobe RGB ou sRGB en tant que profil d'entrée au niveau donc de mes couleurs RGB, je vais obtenir donc un rendu qui risque d'être différent au niveau donc de mes couleurs donc d'accompagnement. Donc comme vous le voyez ici à l'écran, le e-source qu'on avait donc en Pantone 370, le fait qu'il soit passé donc en RVB, en R119, G147 et B60, va vous donner donc un autre type donc de couleur. Le troisième cas, c'est celui des documents existants qui contiennent des informations qu'on appelle donc les fichiers donc EPS et des logos qui ont été donc convertis dans le but donc de la flexographie pour utiliser donc des presses uniquement donc à 4 couleurs. Et donc la couleur obtenue est à nouveau donc différente. Tout simplement parce que votre document à la base qui était donc une couleur donc Pantone a été converti donc en cyan, magenta, jaune et noir. Mais quel type de cyan, magenta, jaune et noir, donc une couleur solide vers une couleur donc process. On a pu utiliser donc un espace de travail du type américain avec le Gricol ou un espace de travail européen qu'on peut appliquer donc au niveau donc le FORA. Donc on voit donc quand on a des Pantones du RVB ou du CMJN, en règle générale, on va se retrouver donc un décalage donc avec ce que l'on voit à l'écran et lorsqu'on imprime, on n'obtient pas du tout le même résultat. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire appel donc un petit peu à la magie des serveurs d'impression. Je pense que ça ne vous surprend pas trop pour savoir un petit peu donc comment on va pouvoir corriger donc ces problèmes donc de ton gag.
Prenons le premier cas, qui est celui du ferry. Nous allons créer donc la couleur donc spot on, comme je vous l'ai montré préalablement. On va créer donc un étalonnage, on va créer donc un profil de sortie approprié, hein, et on va pouvoir comme ça donc emmener notre nuancier Pantone dans la cabine d'éclairage avec cette brochure et le morceau imprimé. Vous allez voir qu'on va obtenir exactement, quasiment le même résultat, bien sûr donc sous une luminosité donc contrôlée, donc la fameuse donc désinquante. Donc n'oubliez pas d'utiliser les bandes donc UGRA pour tout ce qui est métamérisme pour être sûr d'avoir donc une bonne couleur. En ce qui concerne donc le RVB, je vais utiliser une fonction spéciale de la couleur donc d'accompagnement qu'on appelle donc la substitution donc des couleurs. En effet, il est possible donc au niveau donc du filet de lui dire si tu retrouves la couleur R119, rouge 119, vert 147 et B60, de la convertir à ce moment-là vers une couleur donc d'accompagnement donc bien spécifique. Je vous rappelle que dans le Fieri, lorsqu'on utilise donc les teintes Pantone, je vais retourner sur la commande donc Workstation, lorsqu'on crée une couleur, on a la possibilité de faire donc un ton direct, on est capable de faire une couleur donc de remplacement. Donc préalablement, je vais me mettre dans un groupe de couleurs de remplacement. En créant nouveau, je vais demander une couleur de remplacement. Et à ce moment-là, donc toute couleur qui arrive en RVB en code 0255 ou 0100%, on va le convertir en cyan, magenta, jaune et noir pour obtenir donc la couleur la plus approchante. Je vous rappelle, lorsqu'on a créé notre couleur bleu EFI, on a les informations donc de cyan, magenta, jaune et noir qui sont utilisées vis-à-vis donc d'un papier donc générique. Donc il suffit tout simplement de dire, quand je retrouve mes valeurs RVB de 119, 147 et 60, à ce moment-là, avec la bibliothèque, avec les remplacements donc, de couleurs, on va envoyer les couleurs donc de cyan, magenta, donc jaune et noir et obtenir donc la couleur donc la plus proche. Donc là, c'était le RVB. Le troisième exemple, j'ai besoin donc de créer donc une couleur donc de substitution aussi. On a la possibilité de dire à ce moment-là tout ce qui est couleur cyan, magenta, jaune et noir, on va la reconvertir en cyan, magenta, jaune et noir par une substitution. Le but du jeu, c'est d'éviter donc d'avoir donc des dérives. On va s'affranchir à ce moment-là donc de tout ce qui est information donc en amont, sauf pour la Pantone puisqu'on a déjà donc l'info, hein, qui va être donc envoyé donc sur une table de regard, les lookup tables, donc pour obtenir donc des valeurs CMJN vis-à-vis donc de notre support. Et il en est de même avec les couleurs de substitution, aussi bien donc en RGB qu'en cyan, magenta, donc jaune et noir. Johanna, on a le résultat du deuxième sondage ou pas? Oui, on l'a et voici les résultats. Comme vous pouvez voir, environ 14% de vous modifiez vos valeurs une fois par mois et 7% le fait quelques fois par mois. Christian, qu'en penses-tu de ces résultats? Alors je vais agrandir un petit peu parce que je n'ai pas la totalité. Donc une fois par mois. Donc ça veut dire que si vous ajustez votre couleur une fois par mois, globalement, les personnes qui font les Pantones donc dans les documents sont satisfaits lorsqu'ils obtiennent à peu près donc la sortie donc en numérique, puisqu'ils sont très très peu donc modifiés. Incapable de répondre, je dirais à ce moment-là, à plus de 50%, c'est que vous n'avez jamais eu réellement donc une demande bien spécifique sur la Pantone, ou que la couleur Pantone, je pense à mon sens, correspond exactement à ce que vous attendez derrière. Voilà ce que je pourrais dire donc en ce qui concerne les résultats. Parfait, merci je vais beaucoup. Retourner. Oui, puis ouais, voilà. Donc merci beaucoup Christian. Je pense que les gens ont bien assimilé tout ce que vous nous avez expliqué aujourd'hui. Nous avons évoqué aujourd'hui les principes de base des couleurs d'accompagnement, qui sont les défis les plus fréquents auxquels nous sommes confrontés en production. Et nous avons vu à quel point nos outils d'édition étaient essentiels pour obtenir la meilleure correspondance possible avec un minimum d'efforts. Et je vous invite maintenant à réfléchir aux questions que vous souhaitez nous poser à la fin de la session. Pour les ressources, nous avons un livre blanc
sur la méthode la plus simple pour obtenir la bonne couleur chaque fois. Et nous avons aussi une série complète de guides consacrés aux couleurs d'accompagnement disponibles sur notre page web. Il faut noter que ces documents sont malheureusement en anglais uniquement, mais nous travaillons à vous fournir plus de ressources en français pour le futur. Et dans l'email de remerciement que nous vous enverrons dans quelques jours, vous pourrez trouver un lien vers notre page web et notre série de guides. J'aimerais aussi vous rappeler que nous avons un site web sur lequel vous pouvez télécharger les dernières bibliothèques et le guide d'installation sur votre serveur Fieri. Aussi, nous vous rappelons que si vous êtes abonné à la session d'aujourd'hui, vous avez accès à 3 formations en ligne gratuitement. Ne vous inquiétez pas si vous n'avez pas noté l'adresse URL, le nom d'utilisateur et le mot de passe. Nous vous les enverrons dans notre email de remerciement que vous nous enverrons dans quelques jours. Et encore une fois, tout le monde, ces formations en ligne sont à l'heure actuelle en anglais uniquement, donc nous regrettons cet inconvénient. Et comme dernier point, nous vous rappelons qu'une nouvelle page web permet aux utilisateurs de Fieri de rechercher nos téléchargements indicatifs et nos ressources d'assistance. Donc, il vous suffit d'aller sur ressources.efi.com/Fieri. Donc, voilà pour la présentation d'aujourd'hui. Je pense que nous pouvons maintenant passer aux questions. Donc, Christian, nous avons eu quelques questions. La première, les nouvelles bibliothèques Pantone sont-elles spécifiques pour une gamme de moteurs d'impression? Les bibliothèques Pantone sont-elles spécifiques pour les moteurs d'impression? Non, elles ne sont pas spécifiques. Ce sont donc des bibliothèques où on a donc le nom donc de la Pantone. Donc ça va être la 392C comme on a vu donc tout à l'heure derrière, et on a donc son équivalent donc en espace couleur indépendant LAB qui est donné donc derrière. Donc non, les bibliothèques Pantone ne sont pas du tout spécifiques au moteur donc d'impression. Non, pas du tout. Après ça, ce sont donc les serveurs d'impression qui vont faire la conversion vis-à-vis donc de ces bibliothèques vers des cyan magenta jaune et noir sur des papiers donc spécifiques, donc avec des supports spécifiques bien sûr, en utilisant donc des profils ICC derrière. Voilà pour cette première question, Shona. Merci. Et la deuxième question, si le fichier contient des couleurs d'accompagnement, comment reconnaître la couleur Pantone? Alors pour reconnaître la couleur Pantone dans des fichiers qui vous sont fournis donc par vos clients, vous avez donc ce qu'on appelle les contrôles en amont, les pré-flights. Donc les pré-flights, vous les avez donc à travers donc Pitstop, qui va vous dire donc quels sont les Pantones qui sont utilisés. Ou même vous avez la possibilité, je vais basculer sur le Fieri, lorsque vous avez donc un document, si je fais un double clic dessus, pour en obtenir les propriétés, de demander au niveau donc de l'info sur la tâche de réaliser donc les codes pré-flight. Donc là c'est valable uniquement que sur les Fieri externes avec le Graphic Art Package Premium Edition, et vous allez avoir la codification suivante. Tout ce qui est en rouge, les impressions qui vont être réalisées en rouge sont du rouge vers bleu. Tout ce qui sont en cyan tout ce qui est en bleu sont en cyan, magenta, jaune et noir. Et tout ce qui est en jaune donc sont des couleurs donc Pantone ou du Black Process. Donc j'avais fait donc un petit exemple parce que je me disais que cette question allait arriver. Vous voyez donc à l'écran ici, on a donc le rouge vert bleu, on a le cyan, magenta, jaune et noir en petite vignette, et on a le jaune donc qui est donc du Black Process derrière. Parfait, merci Christian. Et la troisième question. Un bâtiment aimerait savoir, peut-on importer manuellement les autres bibliothèques de ton si cette bibliothèque n'existe pas sur notre Fieri? Oui, bien sûr, on peut les importer donc sans aucun problème. Je vous rappelle que si on met sur notre site web www.fi.com des ressources, et si par hasard vous n'avez pas donc les dernières bibliothèques Pantone, vous allez pouvoir les importer avec la commande qui s'appelle vue périphérique Pantone importer, et vous allez donc importer donc la dernière qui est donc la Pantone Cotet donc seconde édition, si par hasard vous l'avez pas mis, donc par la commande vue périphérique.
son direct et vous avez l'option qui s'appelle donc importer pour pouvoir le réaliser derrière. D'accord. Une autre question. Si nous avons une valise Pantone avec plusieurs chartes, laquelle utilisons-nous pour des tests sur une presse digitale CMYK? Tu peux répéter la question s'il te plaît, Johanna, parce que j'ai eu un petit écho. Ah, désolé. Si nous avons une valise Pantone avec plusieurs chartes, laquelle utilisons-nous pour des tests sur une presse digitale CMYK? Pour ça, donc, il faut savoir donc sur quel Pantone donc sont utilisés donc à la base. Est-ce que c'est une Pantone Coated ou si c'est une Pantone mat? Donc, il faut bien regarder donc déjà donc le nom donc de la Pantone. Je vous invite au niveau donc des informations. Par exemple, comme on a à l'écran ici, on a la Pantone 51015C. Hein, donc, c'est sur une Pantone donc couchée. Hein. Donc, regardez bien au niveau de vos nuanciers de quel type de Pantone il s'agit. Donc, soit sur un papier normal, donc soit sur un papier couché. Je vais regarder au niveau donc du panel parce que j'ai vu donc quelques petites questions. Voilà. Donc après ça, oui, sur la question donc qu'elle m'a posée Philippe. Donc sur plusieurs chartes. Regardez bien Philippe, qu'est-ce que vous avez donc comme nuancier Pantone hein, dans votre charte et regardez bien donc vis-à-vis donc du fichier lequel vous allez donc utiliser donc derrière. Et bien sûr, une question aussi donc de Francis qui nous dit le ton direct dépendra sur le papier utilisé au moment de l'impression. Oui, bien sûr, puisque c'est pour ça donc que je vous ai montré tout à l'heure la possibilité de pouvoir donc imprimer, mettre votre nuancier à côté pour regarder ce que ça vous donne et obtenir donc la meilleure correspondance d'un point de vue visuel entre ce que vous imprimez et ce que vous avez donc sur le nuancier. Donc c'est toujours donc avec les petites vignettes donc des 50 pour tout ce qui est métamérisme. Voilà. Donc on a fait le tour des questions. Donc, Johanna, j'en vois pas d'autres. Oui, donc c'est tout. Donc merci Christian pour la session d'aujourd'hui. Et aussi, je tiens à remercier vous, nos participants. Donc, nous vous remercions encore une fois de vous être joints à nous aujourd'hui et nous espérons que vous avez retenu un maximum d'informations. Juste pour vous rappeler, nous vous enverrons un email d'ici quelques jours avec le lien vers l'enregistrement, la présentation, le lien vers les ressources et l'information pour accéder aux formations en ligne. Et aussi, s'il vous plaît, n'oubliez pas de répondre à notre questionnaire. Donc, bonne journée tout le monde et nous espérons vous revoir à nos prochains webinaires de l'année prochaine. Merci, au revoir. Merci beaucoup à tous et au revoir et bonne fête de fin d'année par anticipation.